Nous allons zoomer sur le backlog de produits, donc l'artefact le plus important de Scrum, avec l'incrément peut-être d'ailleurs. Le backlog de produits, c'est une liste ordonnée et émergente de tout ce qui est nécessaire pour améliorer le produit. Alors, ordonnée et émergente, on va s'attarder un petit peu sur ces deux adjectifs. Elle est ordonnée par le product owner. C'est le product owner qui décide dans quel ordre on va classer les éléments du backlog de produits. Sachant que tout en haut de la liste, ce sont des éléments qui sont prêts à être embarqués dans les sprints qui viennent. Et tout en bas de la liste, c'est les éléments qui vont être embarqués très très tardivement dans le projet, voire même peut-être pas embarqués du tout. C'est-à-dire qu'on arrêtera de faire des sprints avant d'arriver à ces éléments-là parce qu'on n'a plus suffisamment de valeur. Alors le backlog de produits, il n'est jamais ordonné de manière définitive. C'est fréquent de voir des objets qui se baladent dans le backlog de produits, qui remontent, qui redescendent, qui vont être affinés, décomposés, et puis il y a un petit bout qui va remonter, puis un autre petit bout qui va redescendre. Ça, c'est la vie normale d'un backlog de produits. Il évolue en permanence. Sa position n'est jamais figée, sa situation n'est jamais figée. Ça peut même impliquer des changements profonds sur un plan de release. Alors, tout ça, on le fait tout au long de la durée de vie du développement du produit. C'est le product owner qui fait ça, en collaboration avec l'équipe de développement et puis avec les parties prenantes. C'est une activité que le product owner va faire vraiment quasiment quotidiennement. Donc, les éléments du backlog de produits qui sont susceptibles d'être réalisés dans un seul sprint par la Scrum Team sont considérés comme prêts. On parle très souvent d'une definition of ready. Ils sont ready, ces éléments. Et donc, ils peuvent être embarqués dans un sprint. On peut les traiter dans un sprint planning. Ces éléments, on a suffisamment de connaissances, on a suffisamment d'attributs pour les définir, on les a suffisamment décortiqués et on sait exactement ce qu'on va faire avec ces éléments. C'est le rôle du product owner de les trier ou de les organiser dans son backlog de produits. Et le rôle de l'équipe de développement, c'est de les estimer. Alors, le guide Scrum nous parle d'estimation. Il y a un très bon bouquin de Mike Cohn qui explique comment on peut estimer les éléments. On peut les estimer en charge, c'est-à-dire en jours hommes. Il faut tant de jours pour développer cet élément-là. On peut les estimer en complexité, c'est-à-dire en story point. Donc dans ce cas-là, on compare les éléments les uns avec les autres. Celui-ci est plus complexe que celui-là, donc on va leur attribuer des points de complexité. Très souvent, on utilise une suite de Fibonacci, un planning poker. Il y a des applications sur mobile ou sur tablette. Mais on peut estimer aussi du risque, on peut estimer aussi un certain nombre d'attributs qui nous permettent d'estimer les éléments pour jauger un petit peu de la difficulté qu'on peut avoir. L'équipe de développement, face à une nouvelle technologie, va être tentée d'estimer justement du risque d'appropriation de la nouvelle technologie. Elle ne sera pas forcément à l'aise pour estimer de la complexité. Donc il faut vraiment faire confiance à l'équipe de développement, l'écouter et essayer de bâtir avec eux une bonne estimation et surtout à chaque fin de sprint, aller mesurer est-ce que la réalité est conforme aux estimations. Si on a estimé du risque, est-ce que le risque il est avéré, pas avéré, est-ce qu'on a surestimé, sous-estimé. Pareil pour de la charge, pareil pour de la complexité. Tout ça, ça doit permettre à l'équipe de mieux estimer au fur et à mesure des sprints et d'être davantage en capacité de s'engager à délivrer tous les éléments du backlog de sprint à la fin d'un sprint. C'est vraiment un travail sur les estimations qui est important. Donc, l'objectif de produit, c'est l'objectif à long terme de la Scrum Team. L'objectif du produit, c'est l'engagement qui est lié au backlog de produits. Pour chaque artefact, je vous l'ai dit, il y a un engagement. Eh bien, cet engagement, c'est un élément fort, c'est un élément essentiel qu'on doit avoir en tête
quasiment en permanence quand on inspecte le backlog de produits. C'est l'objectif du produit. Et donc un objectif, hein, il y a un petit acronyme, c'est SMART, c'est spécifique, mesurable, achevable, réaliste, temporellement défini. Tout ça, c'est les attributs qui doivent qualifier l'objectif d'un produit. Donc un objectif, il faut que ce soit accessible, hein. On doit pouvoir atteindre partiellement ou dépasser un objectif. Là encore, on doit pouvoir mesurer est-ce que l'on a atteint ou pas l'objectif du produit à un instant T. Donc cet objectif de produit, ça décrit un état futur du produit qui peut servir de cible à la Scrum Team pour planifier son activité. Si l'objectif de mon produit, c'est de maximiser la fidélisation de mes clients, eh bien, qu'est-ce que je vais développer en premier pour maximiser la fidélité de mes clients? Ça me donne bien une cible qui me permet d'organiser, de planifier mon activité. Donc, le produit, c'est un vecteur de valeur, c'est-à-dire qu'il a une limite claire. Je sais exactement qu'est-ce que je cherche à atteindre comme objectif. J'ai au moins un vecteur de valeur. Je peux avoir plusieurs vecteurs de valeur. Alors un vecteur de valeur, c'est quoi? On parle parfois de flux de valeur ou de vecteur de valeur. C'est un certain nombre d'éléments qui me permettent de mesurer la valeur de mon produit. Si mon produit, c'est par exemple un produit de gestion des ressources humaines, dans mes vecteurs de valeur, je peux avoir la véracité de l'information. C'est important que les temps passés par les collaborateurs sur les différentes activités soient correctement saisis, parce que sinon la fiche de paye ne va pas être bonne. S'il y a des heures supplémentaires à payer et que ce n'est pas correctement saisi, je vais avoir des soucis sur les fiches de paye. Donc la véracité de l'information, c'est un vecteur de valeur. Le temps passé par le collaborateur, c'est un autre vecteur de valeur. Si j'ai une application de gestion des ressources humaines qui nécessite que je passe un grand nombre de minutes pour saisir les temps passés par chacun de mes collaborateurs dans un atelier, eh bien cette application a moins de valeur que si ma saisie, elle est plus ou moins automatisée, si elle est liée à des déclarations d'activité des collaborateurs qui font l'objet d'un contrôle par le contremaître, par exemple. Donc, mes vecteurs de valeur, ça pose les limites de mon produit. Ça permet de cadrer mon produit. Donc, c'est un vecteur de valeur, le produit, qui a des parties prenantes connues, des utilisateurs ou des clients bien définis. On est là dans des définitions du guide Scrum qu'on essaye d'analyser ensemble, hein, tout simplement. Donc, pour pouvoir travailler sur mon produit, je dois connaître les parties prenantes. À qui je m'adresse en interne? Je dois connaître les utilisateurs. Est-ce que j'ai des utilisateurs pilotes? Est-ce que j'ai des clients pilotes? Est-ce que j'ai un panel de consommateurs? Ça, c'est des éléments qui vont me permettre de définir la valeur de mon produit. Donc, un produit, ça peut être un produit, évidemment. Ça peut être un service, un produit physique, ou ça peut même être quelque chose de plus abstrait. Et donc, mon backlog de produits, typiquement, il peut ressembler à ça. Ici, j'ai un backlog de produits qui est scindé en domaines de mon produit, le domaine corporate, le domaine réseau, le domaine ressources humaines, le domaine actu et relations presse. Et puis, donc ça c'est un découpage de mon produit vertical, et puis je vais avoir un découpage horizontal en release, mon MVP, les corrections sur mon MVP, les énièmes corrections sur mon MVP, puis je vais arriver comme ça jusqu'à la V1, c'est-à-dire la version quasiment définitive de mon produit. Mais je vais procéder par itération, par release. Alors sur ce backlog de produits, on voit bien qu'il y a des éléments qui sont plus fins que les autres, il y a des éléments qui sont plus petits que les autres. J'ai des post-it qui sont beaucoup plus petits, et puis en bas du backlog de produits, plus je descends, plus mes post-it grossissent, c'est-à-dire plus a priori ils sont complexes, je dois les affiner pour arriver à des petits formats de post-it, pour arriver à des choses beaucoup plus fines qui vont être réputées ready. Tout cela, je vais les retrouver tout en haut de mon backlog de produits.
Un autre exemple de backlog de produits, celui-ci, on est vraiment sur une liste avec un certain nombre d'éléments dans cette liste. Et puis pour chaque élément, j'ai une estimation que m'a donnée l'équipe de développement. C'est une estimation de complexité. Donc là, c'est le product owner qui a choisi cette organisation de son backlog de produits. Il aurait pu prendre la première, la seconde, une troisième, on a inventé une quatrième. C'est le product owner qui décide. L'essentiel, c'est que si j'inspecte le backlog de produits, que je sois développeur, partie prenante ou Scrum Master, je dois pouvoir y voir clair. Je dois pouvoir comprendre pourquoi ce backlog de produits est organisé comme ça et qu'est-ce qu'il veut dire. Donc là, on comprend que mes différents éléments, ils sont organisés par complexité en fonction du confort qu'ils apportent aux utilisateurs. Donc là, c'est de la prospective qui a été faite par les utilisateurs eux-mêmes, en faisant des ateliers, en faisant des séminaires, en animant une communauté de représentants des utilisateurs. Ils vont dire, ben voilà, la description que tu nous fais de cet élément-là, pour nous, ça ne nous apporte pas grand-chose. On va dire que c'est... Donc là, ils ont fait une estimation en taille de t-shirt. Par exemple, cet élément-là, il est moyen. Cet élément-là, il est extra small. Cet élément-là, il est extra small. Vraiment, il nous apporte quasiment rien. On s'en fout un peu. Et puis, il y a une valeur business. En termes de business, donc là, le product owner, il a fait cette estimation avec des parties prenantes, peut-être avec des business analysts de l'organisation, qui ont ensemble estimé une valeur business de l'élément. Qu'est-ce que ça peut nous apporter en termes de business? Et en fonction de ces critères, eh bien, le product owner, d'après son plan de release, va prioriser plus ou moins un élément par rapport à un autre. Ils vont faire remonter, ils vont faire redescendre. Et ça, c'est la vie du backlog de produits. Donc voilà pour le backlog de produits.